Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. On se retrouve en ce dimanche pour le 3e épisode d'Amimo et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la kinésiologie. La kinésiologie, c'est l'outil qui m'a fait commencer l'aventure Rosam et j'aimerais vous en parler un peu plus aujourd'hui parce que c'est un outil tellement méconnu et si vous saviez comme ça me fait de la peine d'entendre que la moitié des gens, voire plus, ne connaissent pas, ne savent pas du tout que ça existe. Aujourd'hui, je vous présente tout ça, de l'histoire de la kinésiologie à l'intérêt, au déroulement de séances. Vous allez tout savoir et la kinésiologie n'aura plus aucun secret pour vous. Pour commencer, j'aimerais qu'on définisse l'étymologie du terme kinésiologie. Le terme kinésiologie signifie la science du mouvement. Et pour compléter ça, j'ai trouvé une définition dans le dictionnaire du Petit Robert qui présente la kinésiologie comme une pratique thérapeutique basée sur l'étude du tonus musculaire. C'est bien le corps qui permet de faire ressortir les mots MAUX enfouis dans l'inconscient. Une autre définition proposée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrit la kinésiologie comme une pratique de gestion du stress et de prévention en matière de santé. Et c'est là tout l'intérêt de l'aspect préventif qui est essentiel dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, qui préfère prévenir que guérir. En résumé, la kinésiologie est une technique de rééquilibrage psychocorporel issue de la médecine traditionnelle chinoise et de la chiropractie. J'ouvre une très courte parenthèse sur le terme de kinésiologue. En fait, ont le droit de s'appeler kinésiologue seuls les adhérents à la Fédération de kinésiologie. Tous ceux qui n'y sont pas n'ont pas le droit de s'appeler, de se présenter sous le terme kinésiologue. Pour ma part, je ne fais pas partie de cette fédération, du syndicat, donc je suis une praticienne en kinésiologie et pas une kinésiologue. C'était juste une petite aparté pour votre culture personnelle. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble d'où vient la kinésiologie. J'ai noté 5 dates clés de l'histoire de la kinésiologie que j'ai trouvées sur le site de l'ECMA, qui est une école de kinésiologie française. Les prémices de la kinésiologie naissent en 1920, quand le docteur Bennett remarque une amélioration de la circulation sanguine lorsque l'on touche certains points de la tête. 10 ans plus tard, en 1930, c'est au tour du docteur Chapman de faire une découverte. Il remarque que la stimulation de certains points sensibles du corps diminue la sensibilité et améliore la santé ainsi que la circulation du flux lymphatique. Il faudra ensuite attendre 1960 pour que le docteur Goodherd découvre que chaque muscle est en relation avec un organe et un méridien d'acupuncture. C'est un élément essentiel de la médecine traditionnelle chinoise et des pratiques telles que la kinésiologie ou encore le shiatsu. En 1973, le docteur Ti publie un livre, Touch for Health, dans lequel il établit les relations entre muscles, méridiens et points réflexes, qu'ils soient lymphatiques ou vasculaires. C'est une branche de la kinésiologie qui est très développée aujourd'hui au niveau mondial. Toujours dans les années 1970, le docteur Diamond, un psychiatre australien, met au point une série d'affirmations positives permettant une transmutation, positiver des sentiments négatifs associés à une problématique. Ça, ce sont donc les 5 grandes dates clés de l'histoire de la kinésiologie et qui ont permis de créer la kinésiologie telle qu'on la connaît et qu'on la pratique aujourd'hui, en 2023. Les définitions, c'est fait. L'historique, c'est fait. Maintenant, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'intérêt de la kinésiologie. Le but, c'est de mettre des mots sur les déséquilibres émotionnels, physiques et énergétiques du corps. De ce fait, on cherche à instaurer l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette harmonie est appelée l'homéostasie. Sur le site de la Khan Academy, j'ai trouvé une définition de l'homéostasie que je souhaite vous partager. C'est la tendance à résister au changement afin de maintenir un environnement interne stable et relativement constant. L'homéostasie est présente dans le corps et fait référence à l'équilibre du corps. Quand il y a un déséquilibre émotionnel ou physique, le tonus musculaire est faible. La lecture du tonus musculaire du corps nous permet donc d'établir les facteurs stressants qui sont enfouis dans l'inconscient et donc dans le corps. En faisant mes recherches, je suis tombée sur le site d'une kinésiologue, Marianne Hubert, et sur son site, elle parle justement d'homéostasie et de kinésiologie, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je n'ai pas réussi à reformuler à ma façon, donc je me suis dit que j'allais la citer.
Donc ce que vous allez entendre là, c'est un passage issu de son site internet que je vous invite vraiment à consulter si vous voulez avoir des informations sur la kinésiologie et sur l'homéostasie. Elle nous dit donc que le cerveau et le corps régulent ensemble et en chaque instant les échanges électriques et chimiques pour faire face aux contraintes subies, physiologiques, psychologiques, environnementales, émotionnelles. Pour pallier les éléments disharmoniques, l'organisme se mobilise dans son intégralité. Il fournit les réponses les plus congruentes en vue de s'adapter positivement aux agents identifiés comme agressifs. La nouveauté, l'incertitude, l'imprévisibilité, la perte de contrôle ou la probabilité d'une menace sont des causes de nuisances puissantes. Les conditions personnelles, l'écosystème, le patrimoine génétique, l'histoire de chacun, voire la vie intra-utérine, influent l'élaboration des stratégies d'adaptation. C'est la raison pour laquelle l'évaluation d'un stress ne peut pas être universelle. En restaurant la libre circulation des flux énergétiques, la kinésiologie relance les capacités du corps à rétablir son homéostasie. Voilà pour l'intérêt de la kinésiologie. Je pense que vous l'avez désormais compris, la base de la kinésiologie, c'est l'écoute du corps. Et comment on peut écouter ce corps ? On va utiliser le test musculaire ou le test tissulaire. En séance de kinésiologie sur un humain, vous verrez à 99% du temps le praticien effectuer un test musculaire. C'est-à-dire qu'il va étudier le tonus musculaire, tout simplement. Le tonus musculaire contenu dans... Alors souvent c'est le bras qu'on teste. Tonus musculaire du bras pour déceler les stress. Sur les animaux, l'étude du tonus musculaire n'est pas possible, donc on utilise l'écoute tissulaire. On cherche à écouter les tissus pour avoir finalement les mêmes réponses qu'avec un test musculaire, c'est juste qu'on passe par un autre chemin. Cette écoute du corps, elle a pour intérêt d'aller interroger la mémoire cellulaire qui nous permet de cerner l'origine inconsciente du problème. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est une citation très connue dans les écoles de kinésiologie que vous retrouverez sur beaucoup de sites de praticiens en kinésiologie. Tout ce que vous n'oserez pas exprimer, tout ce que votre animal n'osera pas exprimer, ça va s'imprégner dans son corps. Et le problème, c'est que à force d'intégrer des choses, d'intégrer des stress, de ne rien dire, de ne pas les extérioriser, ça va finir par exploser. Et ça peut exploser sous plein de formes différentes. Un comportement agressif, une maladie, ça peut être également un être vivant qui devient complètement apathique, qui n'a plus envie de se battre, voilà, on pourrait dire même la dépression. Du coup, en fait, le corps va finir par extérioriser d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est une certitude. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est comment le corps va finir par extérioriser. Et l'intérêt d'aller écouter le corps et la mémoire cellulaire, c'est de pouvoir justement évacuer tous les stress au fur et à mesure, sans attendre que l'individu explose complètement. J'ai légèrement anticipé, mais maintenant j'aimerais vous parler des cas dans lesquels on peut faire une séance. Alors, pour commencer, j'aimerais vous préciser que la kinésiologie a bien plus, comme on l'a dit, un intérêt préventif que curatif. À partir du moment où vous identifiez votre animal dans un des éléments que je vais vous décrire ensuite, c'est qu'il y a déjà trop de stress. Pour que la kinésiologie soit réellement efficace, le mieux c'est d'agir en prévention. C'est-à-dire avant qu'il y ait l'apparition d'un problème, avant qu'il y ait l'apparition d'un symptôme, on fait un petit état des lieux, on libère les petites tensions, les petits stress, avant qu'ils ne prennent de l'ampleur et qu'ils se propagent dans tout le corps et rendent un état de mal-être incroyable. Parmi les cas possibles de séance, on peut retrouver le comportement inexpliqué, à savoir la destruction, la jalousie, l'agressivité ou un comportement inhabituel envers l'humain. On peut aussi trouver des problèmes d'agressivité, de propreté, d'aboiement, une peur de la solitude, une peur de l'abandon, un animal qui refuse de rester seul. On peut aussi travailler sur les changements à venir ou, à l'inverse, les changements passés qui ont été mal vécus. On peut également intervenir lorsqu'il y a des problèmes de santé répétés, typiquement une tendinite qui ne passe pas, malgré un suivi médical, que ce soit humain ou animal, peu importe,
malgré un suivi médical, ça ne passe pas, il y a toujours quelque chose, peut-être que c'est les émotions qui prennent le dessus. On peut également travailler sur les chocs émotionnels, les peurs, les angoisses, les problèmes de reproduction. Il ne faut pas oublier que les hormones sont quand même énormément liées à l'humeur et au stress, aux émotions. Et enfin, on peut accompagner un animal dans la maladie, dans la fin de vie. On ne le guérira pas, ça c'est une certitude, mais on peut l'accompagner émotionnellement dans ce qu'il traverse. C'est ça l'intérêt de la kinésiologie, c'est accompagner émotionnellement et libérer les stress. Il peut y avoir ensuite des effets positifs sur la santé, mais ça ne va pas être le but premier. J'en viens donc à la partie pas très rigolote, mais en même temps indispensable. La kinésiologie ne remplace pas et ne remplacera jamais la consultation d'un vétérinaire, d'un ostéopathe, d'un comportementaliste. La kinésiologie ne posera jamais de diagnostic et ne fera jamais de prescription. C'est un accompagnement complémentaire à un suivi médical, mais ce n'est pas un accompagnement qui se substitue au suivi médical. C'est très très important. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la kinésiologie en tant que telle, j'aimerais vous partager mon protocole de séance. J'aimerais vous éclairer un peu sur le déroulé d'une séance, puisque c'est une question que vous me posez souvent. Au moins maintenant, j'aurai plus qu'à vous renvoyer vers ce podcast et j'aurai plus rien à dire. Alors sachez déjà que c'est mon protocole de séance et que ce n'est pas parce que vous allez voir un praticien qui va travailler différemment que sa séance sera mauvaise. L'essentiel, c'est de trouver un praticien qui va construire sa séance d'une façon qui vous convienne. Et peut-être que ma façon de faire à moi ne vous conviendrait pas, et c'est ok, je vous en voudrais jamais. Trouvez vraiment le praticien avec lequel vous avez le feeling, avec lequel vous êtes ok et en confiance. C'est très important. Et ça, que ce soit pour vous ou votre animal. La première partie de la séance, ça va être un entretien ensemble pour évoquer le motif de consultation. Pendant cet entretien, on va parler de l'animal, de ce qui vous a conduit à m'appeler, à me faire venir jusque chez vous. Et cet entretien permet aussi à l'animal de commencer à m'apprivoiser. Pour certains animaux, c'est très facile, ils viennent me voir tout de suite. Pour certains, ils sont un peu plus craintifs. Donc voilà, juste on installe le climat de début de séance, on discute, on prend le temps, je m'adapte vraiment au rythme de l'animal. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas posé, je ne commence pas ma séance. Et s'il a besoin d'une demi-heure pour se poser, on prendra cette demi-heure-là. Ça, c'est pas un souci et c'est même très important finalement parce que je remarque avec l'expérience que plus je prends le temps en début de séance, plus la deuxième séance va être efficace. Puisque l'animal ne s'est pas senti bloqué, frustré ou quoi que ce soit, il s'est senti respecté et aimé, et ça c'est l'essentiel. C'est vraiment les valeurs essentielles de Rosam et de mes constructions de séance. Après ce temps d'échange, on détermine ensemble un thème de séance. Ce thème, ça va être le fil conducteur de toute la recherche des éléments stressants. En fait, l'idée de définir un thème, c'est d'éviter que la séance parte dans tous les sens. Par exemple, vous avez un problème avec votre chat qui n'est pas propre. Bon, il peut y avoir plein de choses qui le stressent. Mais grâce au thème, on va pouvoir lui dire « Attends, recentre-toi, nous on veut travailler sur ce sujet-là ». Si après, il a d'autres choses à aborder, ça fera l'objet d'une autre séance. J'aime bien parfois laisser l'animal choisir son thème. C'est-à-dire que c'est lui qui va définir de A à Z sur quel thème de séance il veut travailler. J'avais commencé à faire ça sur les séances bien-être et en fait maintenant j'aime bien aussi le faire même quand il y a une problématique connue de l'humain. On voit les choses avec nos yeux d'humain et on voit pas forcément les choses avec les yeux d'un animal. Et lui permettre de choisir son thème, c'est directement mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour lui. Un exemple tout bête qui me vient, je reste sur le cas du chat pas propre qui n'a que des litières fermées à disposition. Le thème que l'humain souhaiterait aborder, c'est « mon chat n'est pas propre ». Peut-être que le chat, lui, va vouloir aborder « je suis claustrophobe » ou un truc comme ça. Un sujet auquel finalement l'humain n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, ça c'est la petite partie un petit peu cool et vraiment il n'y a jamais de hasard, même quand les animaux choisissent leur thème. On retombe sur nos pattes et bien souvent il y a un accord entre l'humain et l'animal malgré tout.
Une fois le thème défini, on passe au gros de la séance. On va chercher les éléments stressants en lien avec ce thème. Il faut savoir que tous ces éléments qui vont être communiqués par l'animal peuvent avoir été vécus dans sa vie actuelle ou tout au long de sa vie. Même dès la naissance, même dans la vie in utero. C'est pour vous dire à quel point ça peut remonter selon l'âge de l'animal au moment où on fait la séance. Donc, si votre animal sort une phrase typiquement « je ne me sens pas libre », ça ne veut pas dire qu'il ne se sent pas forcément libre actuellement. C'est qu'à un moment dans sa vie, cette privation de liberté a généré du stress. Et ça, c'est important parce que souvent, vous cherchez absolument « Ah, mais pourquoi il est pas… » Non, mais ça peut être avant. Ça peut être avant. On s'en fiche de savoir à quel moment c'est dans sa vie. Là, l'essentiel, c'est qu'il accepte de sortir tout ce qui le pèse et tout ce qui le stresse. C'est vraiment ça l'objectif de cette étape. Une fois que l'animal a évoqué tout ce qu'il souhaitait évoquer, on va définir, lui et moi, un objectif de séance. Si je reprends mon exemple du chat claustrophobe qui veut pas aller dans la litière, voilà, ça pourrait être je suis en sécurité dans la litière. Voilà, tout bêtement, ça peut être l'objectif à atteindre. Après ça, on va aller chercher à quelle étape de la vie de l'animal il y a un élément stressant qui bloque et qui empêche l'animal d'atteindre son objectif. Donc là, on peut être au temps présent, donc sa vie actuelle, il y a 1 an, il y a 6 ans, il y a 10 ans. On peut être à la naissance, à la gestation, à la vie in utero, aux mémoires générationnelles même. On en reparlera des mémoires générationnelles, sinon le podcast va durer 4 heures. Et c'est pas le but. Donc voilà, en fait, ça peut être tout au long de la vie de l'animal. Le but, c'est de remonter à la source du stress, de le libérer, et ça va impacter positivement l'animal dans sa vie actuelle. Et c'est seulement après ça qu'on clôture la séance du jour. Et après la séance, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, je vais annoncer la couleur. Je ne peux pas vous dire de combien de séances votre animal aura besoin. Je ne peux pas vous dire si on se revoit bientôt. C'est vous qui décidez. Enfin, non, c'est même pas vous. C'est votre animal qui décidera. Je ne fixe jamais de rendez-vous d'une séance à l'autre. Je préfère attendre. Là, je vais vous éclairer un petit peu. En fait, à la fin de la séance, on va définir avec l'animal ce qu'on appelle un temps d'intégration. Ce temps d'intégration, c'est le délai dont l'animal va avoir besoin pour intégrer sa séance et laisser la régénération des cellules se faire. C'est une période qui peut ne pas être évidente, qui peut aller de quelques jours à quelques mois. Ça m'est déjà arrivé sur les grosses séances qui a un temps d'intégration de 2-3 mois. En fait, c'est propre à chaque individu et à chaque séance. Ce temps est essentiel, est vraiment essentiel. Il peut se passer plein de choses, c'est-à-dire que les symptômes peuvent s'amplifier. Voilà, encore une fois, le chat qui n'est pas propre, il peut pendant ce temps devenir de moins en moins propre. Je sais à quel point c'est dur de vivre une crise de guérison puisque j'en ai vécu une avec Rosie, mais c'est essentiel. C'est passer par une grosse crise pour aller vers le mieux. Après, vous pouvez avoir le cas inverse où il va ne rien se passer pendant le temps d'intégration et c'est dès que ce temps va être terminé qu'il va y avoir des changements. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas prévoir le nombre de séances à l'avance, parce que chaque individu va réagir différemment. Tout ce que vous devez savoir tout de suite, c'est que les séances doivent être espacées d'au moins 3 semaines. 3 semaines, 21 jours, c'est le délai nécessaire à respecter en énergétique avant de pouvoir refaire des séances ou même des soins énergétiques, c'est bon à savoir. Hein. C'est bien d'espacer, il ne faut pas faire trop à l'animal, il faut laisser cogiter aussi un petit peu. C'est comme si vous alliez voir un psychologue, vous n'allez pas y aller tous les jours. Vous avez besoin d'intégrer ce qui a été dit, de prendre du recul. C'est exactement pareil pour les séances de kinésiologie. Pour vous donner une indication, en moyenne, on parle de 3 à 5 séances sur une même problématique. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais c'est une moyenne. Sur une grosse problématique, une séance est rarement suffisante puisque ça ne nous permet pas d'aller au fond des choses. Une problématique, j'entends un animal agressif, j'entends un animal anxieux, voilà. Une séance ne va pas forcément être suffisante. Ça ne veut pas dire qu'il y aura besoin d'en faire 10.
C'est vraiment l'animal qui va nous guider et ce sera l'essentiel. Que ce soit pendant la séance ou l'après-séance, c'est l'animal qui est le roi. J'ai terminé de vous parler de kinésiologie et j'aimerais juste faire un petit lien avec la kinésithérapie. Puisque bien souvent, quand je dis que je suis praticienne en kinésiologie, les gens pensent que je suis kinésithérapeute alors que pas du tout. Le lien entre les deux, c'est l'étymologie, encore une fois, le terme kinésis qui vient du latin et qui signifie le mouvement. Cependant, la kinésiologie et la kinésithérapie n'agissent pas de la même façon, n'agissent pas sur les mêmes choses. Sur le site de l'école Ekivi, qui est une école de kinésiologie française, j'ai trouvé une explication très claire et donc je vais vous partager ça. Le kinésithérapeute aura pour but de redonner de l'autonomie à des patients après des traumatismes physiques ou des opérations chirurgicales. C'est ce qu'on appelle la rééducation. Le praticien en kinésiologie s'efforce à comprendre l'impact des émotions sur le corps humain. Ses compétences lui permettent d'agir sur les problématiques émotionnelles. En résumé, l'un agit sur le corps, l'autre agit sur l'émotionnel. J'espère que cet épisode vous a plu et que la kinésiologie n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like, à le partager et à vous abonner au podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette vingtaine de minutes. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.